Bonjour tout le monde et bienvenue sur La Crème du Crime. Mon nom c'est Salma et voici Ricarda. Et aujourd'hui, on va vous parler d'un crime qui, 25 ans après, jusqu'à ce jour, n'a toujours pas été résolu. Installez-vous bien confortablement, prenez quelque chose à boire et à manger et on commence tout de suite. Cette histoire s'est déroulée à Ontario, plus précisément à Toronto. C'est l'histoire de Sharmini Anandavel, une jeune fille âgée de 15 ans. Elle était décrite par sa famille, ses amis, ses professeurs comme étant une fille intelligente, gentille et sage. C'est pourquoi sa disparition a brisé le cœur de son entourage. Sharmini voulait acheter une robe de bal, donc elle était à la recherche d'un emploi. Stanley Tippett lui en a trouvé un, et le 12 juin 1999, elle a informé sa famille de sa première journée. C'était la dernière fois qu'on l'a vue. C'est seulement 4 mois après sa disparition que l'on a retrouvé les restants de son corps près du Don River dans un ravin. Malheureusement, la police a seulement trouvé des restants de corps, donc il était impossible de trouver des traces d'ADN et donc de faire une investigation assez poussée. Par contre, le premier suspect de cette affaire est Stanley Tippett et l'a été depuis le début pour plusieurs raisons. Premièrement, Stanley Tippett était connu pour avoir menti plusieurs fois sur plusieurs choses, notamment son ancienne occupation. Effectivement, il mentait à tout le monde en disant que c'était un ancien policier. Parfois, il mettait même un faux uniforme de policier et allait voir les personnes qui venaient de s'installer dans son quartier, leur disant que c'était un policier pour aucune raison connue. De plus, la police a aussi trouvé dans son véhicule ce qu'on pourrait appeler un kit d'enlèvement. Ils ont trouvé des cordes, du ruban adhésif et plein d'autres matériels qui auraient pu servir à un enlèvement, ce qui est assez louche. Troisièmement, Stanley a déménagé 2 semaines avant la disparition de Sharmini. C'est vraiment convenable pour lui, hein? Parce qu'ils habitaient dans le même bâtiment. Par la suite, Stanley avait un comportement bizarre face aux enfants du quartier. Celui-ci leur offrait des leçons de judo. Il les amenait à leurs cours de natation. Mais Stanley n'avait aucune profession dans le judo, donc il ne s'y connaissait absolument pas. Il offrait tous ses services gratuitement, donc ça peut nous mener à penser que il avait d'autres intentions. Exactement, qui voulait juste se rapprocher des enfants d'une façon Exactement. assez malsaine. Pour continuer, Stanley a été accusé d'enlèvement de 2 jeunes filles. Donc, le 12 juin 2008, celui-ci a proposé de reconduire 2 filles intoxiquées. Je ne sais pas s'il leur a proposé de les reconduire chez elles, mais la première, il l'a reconduit devant un parc. Et donc, il était tout seul avec la deuxième, la plus jeune. Il a reconduit vers la forêt. Et donc, quand la fille a repris conscience, elle a commencé à crier et c'est à ce moment que Stanley s'est enfui. La jeune fille a été retrouvée par la police. Elle a été retrouvée presque nue, donc elle avait plus ses vêtements, ce qui veut dire qu'elle a été violée. On a même retrouvé des restants de sperme sur elle, donc c'est sûr à 100% elle s'est faite violer. Lorsque Stanley a été interrogé par la police, il leur a raconté que 2 hommes noirs se seraient emparés de sa voiture et que c'est eux qui auraient violé la jeune fille. Lorsque la police a fait son investigation, ils ont effectivement trouvé l'ADN de 2 personnes, de 2 hommes en fait, dans la voiture, qui correspondaient pas à l'ADN de Stanley. Donc bizarrement, l'histoire faisait du sens, même si c'est assez louche. Parce qu'il y a beaucoup d'éléments dans l'histoire qui ne font aucun sens. Ouais. Parce que même si ça aurait été vrai que quelqu'un se serait emparé de sa voiture, c'est quand même bizarre qu'il ait décidé de reconduire 2 jeunes filles d'à peu près 12 ans, intoxiquées, et qu'il aurait laissé la première dans un parc. Exactement. Genre, si n'importe qui, j'aurais pu dire qu'une femme qui le reconduit, ça ferait plus de sens, mais... Exactement, mais 2 jeunes filles, et puis il n'a pas cherché à appeler leurs parents ou appeler la police. Normalement, quand on voit des jeunes filles très mineures, la première chose qu'on devrait faire, c'est soit appeler leurs parents ou la police. Exactement. Pas les laisser dans un parc ou les conduire dans une forêt. Exactement. Donc, même s'il essaie de se défendre,
du début, l'histoire, elle fait juste pas de sens. Exactement. On peut pas voir qu'il est innocent dans une histoire comme ça, même si, disons, il a rien fait, il a pas touché à la fille. Juste le fait qu'il a reconduit 2 filles de 12 ans intoxiquées sans contacter personne, c'est vraiment, vraiment louche. Exactement. Ensuite, je vais vous donner un peu d'informations sur Stanley et son enfance. Donc, sa cousine Haig a passé à CBC News et les a informés de son syndrome. Donc, Stanley souffre d'un syndrome qu'on appelle Treacher-Collins et celui-ci déforme le visage. Donc, Stanley a les oreilles déformées, les yeux déformés, tout son visage. Et c'est génétique. Donc, il est né avec. Et donc, ça a été mentalement difficile pour lui lors de son enfance. C'est vraiment un poids lourd. Donc, on peut imaginer que ça a affecté... ça a joué un rôle dans comment il est aujourd'hui. Je, Il a sûrement été intimidé quand il était jeune. Finalement, Stanley a été accusé d'harcèlement par plusieurs femmes différentes. Une de ces femmes, encore, il lui a offert un faux formulaire d'emploi. Et quand la jeune femme a décidé de ne pas poursuivre avec son offre, celui-ci était fâché. Il est allé jusqu'à chez elle pour la confronter, pour lui demander pourquoi elle n'a pas accepté son offre. Et donc, il a été tellement fâché qu'il a reporté cette jeune femme à la police disant qu'elle maltraitait son enfant. En 2019, Michelle Schaeffer a interrogé Stanley Tippett sur CBC News. Elle l'avait déjà interrogé 20 ans à l'avance et elle lui a reposé les mêmes questions. C'était intéressant d'analyser cette interview puisqu'on a vu que Stanley avait un comportement assez bizarre. On peut constater que, de un, il évitait beaucoup le regard de la personne qui l'interrogeait. Il changeait les versions de ses histoires. Donc, même Michel a fait remarquer à Stanley qu'il changeait ses histoires. Donc, les réponses qu'il lui avait données 20 ans auparavant ne concordaient pas avec ses nouvelles réponses. Aussi, il disait très souvent « je ne sais pas, je ne me rappelle pas », ce qui est assez bizarre, puisque normalement, quand on dit la vérité, on s'en rappelle toujours. Il devient évident que ce qu'il dit dans l'interview, c'est seulement ce que son avocat lui a dit de dire. C'est vraiment évident, on peut le voir, parce qu'à chaque fois qu'il se sent comme coincé, il dit « je ne me rappelle pas »,« je ne souhaite pas donner plus de détails », tout ce qu'on pourrait dire dans un interrogatoire avec la police quand on est coupable. Tous les signes que j'ai nommés auparavant montrent aussi qu'il ment. Cette interview a donc confirmé nos doutes que Stanley est un menteur pathologique. Il ment sur beaucoup de choses. On l'a mentionné tantôt, il mentait sur son ancienne occupation et maintenant dans l'interview, il ment. Aussi, on peut voir que lorsqu'il a donné des faux emplois, on peut voir que c'est une habitude de mentir, c'est une habitude de cacher la vérité pour lui. Les faux formulaires, les faux soi-disant gérants de YMCA, tous ces critères nous confirment qu'il est un... Et à un moment donné dans l'interview, quand Michel demande qu'est-ce que tu dirais à la famille de Charmini, il répète sans cesse je n'ai rien fait de mal, je n'ai rien fait de mal, je n'ai rien fait de mal. Ce qui veut dire, en fait, il dit pas explicitement qu'il ne l'a pas tué. On dirait qu'il essaye de tourner autour du pot pour dire que pour lui, il n'a rien fait de mal, mais ça veut pas nécessairement dire qu'il l'a pas tué. Ce qui nous mène à la dernière partie de cette vidéo, nos propres théories sur ce crime non résolu. On pense que Stanley est le tueur de Charmini. Même si la police n'a toujours pas trouvé de preuves concrètes pour affirmer que Stanley est en fait le coupable de cette histoire, nous pensons que il est le tueur de Charmini. On penserait donc que Stanley aurait proposé à Charmini de l'amener au travail, puisque c'est lui qui lui avait donné la proposition. Ensuite de cela, il aurait utilisé son kit de
de kidnapping qu'on avait trouvé dans sa voiture pour la kidnapper et ensuite la tuer. Même si Stanley avait un historique avant la mort de Charmini, même si beaucoup de choses pointent au fait qu'il serait peut-être coupable, la police n'a pas trouvé de preuves concrètes qui déterminent qu'il est coupable. Donc, il est très possible qu'il n'a pas tué Charmini. Notre troisième théorie serait donc que quelqu'un d'autre aurait tué Charmini et aurait anticipé que le blâme serait mis sur Stanley, puisque c'est le coupable parfait. Il habitait dans le même bâtiment qu'elle, il avait un certain historique dont on vient de parler, il avait plusieurs implications avec la police déjà, alors ça aurait été évident de mettre le blâme sur lui et non sur une autre personne. Donc cela conclut le cas de Charmini Anandavel et nos théories sur ce crime non résolu. N'hésitez pas à nous partager vos théories en commentaire. Bye!